ground stronger amid the ongoing war with the pro-Russian forces in Eastern. At the march, there were signs of a far Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'impérialisme. Bien au-delà des clichés, l'impérialisme tel que décrit par Lénine ne se résume pas à la domination de certains États-nations sur d'autres États-nations, mais correspond bien à une phase historique supérieure de développement de la société et du mode de production capitaliste. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous devons définir certains termes qui seront utilisés tout au long de la vidéo. Les forces productives. Ce sont l'ensemble formé par les moyens de production et les hommes employés à la production des biens matériels. Les rapports de production. Ce sont les rapports économiques établis entre les hommes dans le processus de production, de distribution, d'échange et de consommation de biens matériels. Ces rapports sont indépendants de la volonté de l'individu humain et sont un élément essentiel de tous les modes de production. Le mode de production, c'est la manière dont l'homme obtient des biens matériels pour sa consommation personnelle et productive. Cela représente l'union des forces productives et des rapports de production. Les changements dans le mode de production produisent à leur tour des changements dans le système social. Le mode de production est la base du développement des forces productives et des rapports de production. Selon le marxisme-léninisme, nous vivons actuellement sous ce que Lénine appelait l'impérialisme, c'est-à-dire une certaine phase historique du mode de production capitaliste caractérisée par la domination des monopoles et la rivalité entre puissances capitalistes. Avant cela, toujours selon Lénine, l'humanité connaissait la phase pré-monopoliste du capitalisme. Le mode de production capitaliste naissant apportait alors un certain progrès à la société basée sur la petite propriété, le libre-échange. Le passage du capitalisme pré-monopoliste au capitalisme monopoliste ne pouvait avoir lieu que grâce au développement des forces productives et des rapports de production bourgeois. L'impérialisme est la phase monopoliste du capitalisme. C'est la phase la plus élevée et la dernière du capitalisme. Le passage du capitalisme pré-monopoliste à l'impérialisme se distingue clairement par le passage de la libre concurrence totale à la domination des monopoles. Nous sommes confrontés au capitalisme dans sa dernière phase en décomposition. Les forces productives sont limitées par les rapports sociaux de production capitaliste, et seule la destruction du capitalisme permettra le développement des forces productives dans un mode de production nouveau et plus avancé, le socialisme, c'est-à-dire dans l'appropriation concrète et réelle des moyens de production par la majorité travailleuse. Pour approfondir la définition de ce qu'est l'impérialisme, nous partirons des 5 caractéristiques exposées par Lénine dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. 1. Concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si élevé qu'elle a créé les monopoles dont le rôle est décisif dans la vie économique. 2. Fusion du capital bancaire et du capital industriel et création sur la base de ce capital financier d'une oligarchie financière. 3. L'exportation des capitaux, à la différence de l'exportation des marchandises, prend une importance toute particulière. 4. Formation d'unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde. 5. Fin du partage territorial du globe entre les plus grandes puissances capitalistes. L'impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s'est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où l'exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux et où s'est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes. Développons désormais chacune des caractéristiques exposées par Lénine pour voir rapidement ce qu'elles impliquent. Le premier caractère, la concentration de la production et apparition des monopoles. À partir du développement de la libre concurrence par l'action de la loi de concentration et de centralisation du capital,
caractéristique de la phase pré-monopoliste du capitalisme, se produit l'absorption de certaines entreprises par des entreprises plus fortes. Avec ces absorptions, une concentration du capital entre de moins en moins de mains s'opère progressivement. La libre concurrence conduit certains capitalistes à faire faillite, tandis que d'autres, avec plus de capacité, s'enrichissent, concentrant de plus en plus de capitaux. Une telle accumulation de capital et la concentration de la production provoquent inévitablement l'émergence d'un monopole d'une grande corporation capitaliste. Les grandes entreprises résultant de cette concentration et de cette accumulation de capital ont besoin d'énormes profits pour pouvoir continuer à concurrencer les autres grandes entreprises existantes. Deuxième caractère, le nouveau rôle des banques, le capital financier. Avec le développement du capitalisme, les banques se sont également concentrées. Elles sont devenues à leur tour monopolistes et contrôlent les revenus en espèces de toute la classe capitaliste et l'épargne des autres couches de la population. Indépendamment des lois et des caractéristiques de chaque pays monopoliste, les banques accentuent et accélèrent le processus d'accumulation de capital et de création de monopoles. Les banques occupent donc une place privilégiée, pouvant contrôler les capitalistes industriels, entre autres, avec les informations détaillées qu'elles en obtiennent ou en leur accordant des crédits. Elles cessent d'être de simples intermédiaires. Le capital industriel devient dépendant de grandes banques. Les capitalistes bancaires commencent à devenir copropriétaires d'entreprises industrielles en achetant des actions et en empruntant des capitaux. Tout comme les capitalistes industriels commencent à acheter des actions dans les banques. En raison de ce processus historique, un nouveau capital apparaît, le capital financier, par la fusion du capital bancaire et industriel. L'union du capital bancaire et industriel est scellée par l'union de ceux-ci avec le gouvernement. En effet, je crois qu'on a tous en tête de nombreux exemples d'individus ayant travaillé pour ce grand complexe financier industrialo-bancaire avant d'aller au gouvernement ou inversement. Des anciens membres du gouvernement qui, après leur carrière politique, ont fait de belles carrières dans le privé, Macron, Trump, Felipe González avec Gas Natural, Aznar avec Endensa ou encore Rodrigo Rato avec Bankia, Telefónica, Banco Lazard et Banco Santander. Comment le capitalisme se concilie-t-il avec la démocratie? Par la réalisation indirecte dans la pratique de la toute-puissance du capital. Il existe deux moyens économiques à cet effet. 1. La corruption directe. 2. L'alliance du gouvernement avec la bourse. Pour exprimer cette vérité, nos thèses portent qu'en régime bourgeois, le capital financier achètera et corrompra librement tout gouvernement et ses fonctionnaires. Cette domination du capital financier entraîne la prédominance de ces capitalistes qui vivent des revenus du capital bancaire, les rentiers et l'oligarchie financière sur le reste des capitalistes. Troisième caractère, l'exportation des capitaux. Avec l'émergence de l'impérialisme, l'exportation du capital devient importante, contrairement à celle de la marchandise qui a été pratiquée et prédominée pendant le capitalisme pré-monopoliste. L'exportation du capital se fait dans l'intention d'augmenter la part des bénéfices des capitalistes. La production est délocalisée en investissant le capital excédentaire dans les pays sous-développés, où la main-d'œuvre est moins chère et où les capitalistes peuvent obtenir plus d'avantages. L'exportation de capitaux se fait principalement de deux manières. Par le biais de prêts de capitaux, c'est-à-dire par l'octroi de prêts à des pays ou des banques d'autres pays, ou par le capital productif, qui consiste en la création d'entreprises industrielles en pays étrangers. La situation monopolistique dans les pays développés conduit à l'accumulation du capital qui, au lieu d'être réparti entre les travailleurs pour améliorer leurs conditions de vie, est investi pour obtenir plus de bénéfices et ainsi perpétuer la misère des travailleurs. Ici, nous pouvons voir la putréfaction et l'esprit prédateur du capitalisme. L'exportation des capitaux entraîne également l'imposition aux pays sous-développés de l'achat des marchandises aux pays investisseurs, c'est-à-dire qu'elle permet au monopole d'imposer l'exportation de marchandises, provoquant, avec les intérêts usuraires élevés, le pillage et l'exploitation de ces derniers. Outre les conséquences pour ces pays sous-développés, l'exportation de capitaux a également des conséquences du côté des pays développés. La stagnation, voire pire, du développement industriel à l'intérieur de leurs frontières.
Après la Seconde Guerre mondiale, le processus d'exportation des capitaux des pays impérialistes s'est accentué avec une augmentation quantitative très importante. Quatrième caractère. Partage du monde entre unions monopolistes capitalistes. Dans le processus du développement du capitalisme, d'accumulation ou de concentration du capital et d'émergence d'associations monopolistiques, il arrive un moment où ces associations entreprennent de contrôler le marché intérieur afin de dominer la production du pays auquel elles appartiennent. Les marchés internes et externes sont liés car il existe actuellement et depuis longtemps un marché mondial. À travers lui, les associations de monopole constituent des associations internationales via des accords entre elles. Les figures des monopoles et supermonopoles internationaux, de grandes corporations multinationales, sont constituées et se répartissent entre elles des sphères d'influence dans le monde. Ces associations internationales de monopoles sont des accords entre les plus grands monopoles de différents pays sur la répartition des marchés, la politique des prix et le volume de production. Mais ces accords internationaux, cette division du monde par des associations de monopoles, ne sont pas éternels, puisqu'ils peuvent changer par des crises économiques ou par des guerres. Cinquième caractère. Partage du monde entre grandes puissances. Le monde est divisé entre pays impérialistes. L'impérialisme ne peut pas se propager à travers des territoires vierges, c'est-à-dire à travers des territoires non contrôlés par un autre pays impérialiste. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que cette distribution ne peut changer. Bien au contraire. Il est inévitable que de nouvelles distributions se produisent, et cela se fera par la guerre et la violence. Les États impérialistes, représentant chacun les intérêts de leur oligarchie financière respective, ont des contradictions entre eux. Ils ont des intérêts contradictoires, chacun voudra grandir aux dépens de l'autre afin de maximiser leurs propres profits. Cela peut conduire à des conflits locaux provoqués par des ingérences étrangères, comme le conflit sur la question ukrainienne qui oppose l'impérialisme américain et russe, mais également à des guerres mondiales totales, comme celles que nous avons connues durant la première moitié du XXe siècle. Dans ce cadre, le colonialisme était la formule utilisée par les impérialistes pour résoudre les problèmes de débouché optimal pour l'exportation des marchandises. Avec l'occupation militaire qui garantissait le contrôle du pays sous-développé, les monopoles se procuraient une source de matières premières bon marché obtenue grâce au pillage et à l'exploitation des travailleurs du pays dominé. Après la Seconde Guerre mondiale, la grande majorité des colonies cessa de l'être et l'impérialisme dut officiellement s'adapter à une époque d'avancée des forces révolutionnaires. Le capital fut forcé de s'adapter, de changer, et il l'a fait, à travers le néocolonialisme qui est devenu prédominant, et ce même après les processus dits de libération nationale, dans lesquels les peuples ont été libérés de l'oppression coloniale pour retomber dans la même domination, quoique menée avec une enveloppe différente, celle du néocolonialisme. Loi économique fondamentale de l'impérialisme, la loi du profit maximum. Maintenant que nous avons développé les caractéristiques de l'impérialisme, développons ces lois. Comme cela a déjà été développé précédemment, l'impérialisme est le passage de la libre concurrence à la domination du monopole qui vise à obtenir le profit maximum qui dépasse le profit moyen que les capitalistes percevaient durant le capitalisme pré-monopoliste. La loi économique fondamentale du capitalisme, la loi de la plus-value, se développe au stade de l'impérialisme. Dans le capitalisme pré-monopoliste, en raison de la libre concurrence, les parts de profit ont été nivelées. Mais pendant l'impérialisme, ils ne le sont plus. Les monopoles s'approprient le profit maximum. C'est le moteur du capitalisme monopoliste. Le profit maximum des monopoles, comme tout profit dans le mode de production capitaliste, est extrait de la plus-value des ouvriers, mais au stade impérialiste, cette extraction de plus-value augmente à un degré extrême et l'exploitation du prolétariat, sa paupérisation s'accentue. Pour obtenir un profit maximum, diverses options s'offrent aux capitalistes. Accroître l'exploitation des travailleurs en s'appuyant sur la mondialisation de la production, l'assujettissement et le pillage de pays économiquement arriérés dépendant des monopoles des pays impérialistes, en particulier des investissements en capital dans les colonies et semi-colonies, et enfin, les guerres et la militarisation de l'économie. Afin de garantir ce profit maximum, on peut observer plus généralement une baisse du salaire réel, une hausse du prix des produits de première nécessité, une plus forte charge fiscale, etc.
la loi de l'inégalité du développement économique et politique. Sous le capitalisme, il n'y a pas de développement égal des entreprises ou des succursales d'un même pays. La concurrence et l'anarchie de la production provoquent un développement inégal de l'économie capitaliste. Dans le capitalisme pré-monopoliste, en raison de la libre concurrence et donc de l'inexistence des monopoles, certains pays étaient en avance sur d'autres pendant de longues périodes. Mais le passage à l'étape monopoliste signifie que les pays où le capitalisme s'était développé tardivement peuvent rattraper et surpasser d'un bond les pays où il s'était établi auparavant. La Chine est un bon exemple de tout cela. Certaines des causes de ces sauts sont le développement de la technologie, qui a permis à ces pays de surpasser les anciennes puissances. Cette inégalité de développement économique conduit implicitement à une inégalité de développement politique dans les différents pays. Partant de cette loi, Lénine a théorisé la loi de la révolution prolétarienne et a conclu que la révolution socialiste pouvait triompher dans un seul pays et que le succès simultané de la révolution dans tout ou la plupart des pays avancés était impossible. L'impérialisme, un capitalisme agonisant. La loi du profit maximum provoque un plus grand approfondissement des contradictions du capitalisme, le portant à ses dernières limites, ce qui aboutit inévitablement à des crises beaucoup plus profondes pouvant potentiellement amener à la révolution. De plus, la domination des monopoles accentue de manière extrême la contradiction fondamentale du capitalisme, le caractère social de la production vis-à-vis de la propriété privée des moyens de production.